toutes et à tous. Merci pour votre venue pour cette. Il y a un écho, c'est bizarre. Merci pour votre venue pour cette table ronde sur les sujets alimentation, biodiversité, décarbonation, l'agriculture face aux enjeux de la transition écologique. Il y a un écho. Alors, on a eu l'idée de faire cette table ronde, notamment parce qu'on est accompagné aujourd'hui par le local, c'est l'accélérateur du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec Groupama, et on avait à disponibilité potentiellement pour utiliser cette salle, et on s'est dit pourquoi pas faire un atelier, une conférence pour parler d'enjeux qui nous intéressent, notamment des enjeux assez complexes que sont les enjeux de l'agriculture. On va l'aborder un peu, et voilà, on a décidé de faire cette table ronde là-dessus. Un petit mot sur Kerseo. Donc, notre mission au sein de Kerseo, c'est d'accompagner les organisations dans la compréhension des enjeux environnementaux par une approche collaborative et systémique. Donc, on fait beaucoup d'ateliers collaboratifs, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, bilan carbone. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner dans la transition écologique et dans le monde de demain, se projeter sur tous ces enjeux qui interviennent, et vraiment avec une vision assez globale, notamment une approche beaucoup tournée sur la biodiversité, le climat, vraiment pouvoir comprendre tous ces enjeux. Voilà, donc on anime différents types d'outils. Nous avons notamment co-créé la fresque La Biodiversité, la fresque One Health sur les enjeux de santé globale, du coup qui permet de comprendre l'interaction entre toutes ces santé. Et voilà, on accompagne sur différentes stratégies, climat, biodiversité, et essayer de pousser pour une meilleure intégration notamment des enjeux de biodiversité à travers les organisations. Alors, on s'adresse beaucoup aux collectivités, aux entreprises, peu à l'agriculture, mais on voulait quand même parler d'agriculture parce que c'est un sujet qui est au cœur de toutes ces interactions et qui est en même temps un peu éloigné du monde économique d'une certaine manière. Et on va essayer de voir pourquoi avec nos intervenants de ce matin. L'agriculture, pourquoi l'agriculture? Pourquoi la transition écologique? Parce que l'agriculture, c'est un secteur qui est à la croisée de tous les enjeux de la transition écologique. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de tous les enjeux agricoles, mais juste avoir un petit panorama de tous les enjeux qu'on peut trouver autour de ce sujet. Première chose, un agriculteur sur deux partira à la retraite dans moins de 10 ans. Donc déjà, il y a un aspect transformation sociale, socio-économique du paysage agricole. Il y a aussi une déprise agricole. La surface agricole d'un département disparaît tous les 5 à 7 ans. Donc il y a tous les enjeux liés à l'artificialisation des sols, tous ces sujets-là. Vous allez aussi avoir une agriculture qui est une déprise française, mais aussi dans un contexte international. Du coup, on a notamment toutes les importations nécessaires pour l'élevage ou autres, du coup, qui contribuent à la déforestation exportée. On a une agriculture qui va être aussi dépendante du coup du contexte géopolitique international. Alors avec la guerre en Ukraine, le prix de l'engrais a été multiplié par 4 en un an, donc on a pu avoir des impacts aussi sur l'énergie, sur l'approvisionnement en intrants, notamment à ce sujet. Ces intrants peuvent aussi avoir des externalités négatives avec des enjeux environnementaux. Voilà, les enjeux liés à la pollution de l'azote, phosphate et autres qui peuvent avoir des impacts importants sur les cours d'eau. On a les enjeux autour des pesticides sanitaires, etc., qui rajoutent aussi de la complexité, des tensions, de l'incompréhension parfois sur pas mal de sujets. Donc on voit qu'il y a énormément d'enjeux autour de ce secteur agricole, que ce soit au niveau social, économique, environnemental. Et à ça, il va falloir ajouter tous les enjeux, les facteurs externes qu'on va avoir, notamment des enjeux du changement climatique, d'érosion de la biodiversité, ainsi de suite, sachant que l'agriculture, ça sert aussi à l'origine à nous nourrir principalement. Et du coup, l'alimentation, c'est une part importante de la santé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'alimentation durable, c'est un vrai enjeu sanitaire, parce qu'on a des enjeux notamment liés à la mauvaise alimentation, des coûts de plus en plus importants, sociaux, économiques, à tous les niveaux. Donc voilà, on voit qu'on a tout ce panorama-là. À ça, il faut rajouter, on peut le voir, les enjeux de biodiversité avec l'apparition de nouvelles maladies qui se propagent. On peut penser à du coup, des maladies qui attaquent les oliviers, ou on peut voir encore la jaunisse de la betterave, dont on a pu entendre parler il y a quelques temps. Et après, les enjeux du changement climatique, la sécheresse ou encore les inondations et autres, qui vont impacter de plein de manières différentes les agricultures. Donc il va falloir s'adapter notamment à tous ces impacts, transformer tout ça avec toutes ces contraintes qui touchent le secteur agricole.
Et l'agriculture peut être aussi un levier extrêmement important dans l'adaptation, dans l'atténuation de tous ces sujets, climat, biodiversité et autres. Voilà, il y a plein d'aspects, notamment au niveau de l'énergie. On peut penser à tout ce qui est les enjeux de méthanisation agricole, biogaz, ainsi de suite. Tout ce qui est l'agrivoltaïsme, on a souvent entendu parler des éoliennes. Tout ce qui est aussi après agriculture régénérative et autres, dont on pourra parler ensuite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire cette table ronde, c'est comprendre un peu tous les enjeux qui touchent à l'agriculture et aussi comment chaque personne, chaque individu, chaque organisation ou entreprise peut aussi essayer de contribuer ou accompagner toutes ces transformations agricoles qui vont nous toucher de plein de manières différentes. Pour essayer d'avoir un peu une vision de tous ces sujets ce matin, nous allons avoir autour de la table ronde trois intervenantes. La première sera Alice de Basler, de Ceresco, qui accompagne notamment les territoires sur la mise en place de projets alimentaires territoriaux, et du coup repenser toute la filière et la production. Ensuite, on aura Caroline Fréry, qui travaille notamment beaucoup sur l'agriculture générative et changement de pratiques agricoles pour notamment stocker du carbone. Et une dernière personne, Laura Wirth, qui va nous parler d'un process innovant qui permet justement de concilier à la fois la transition agricole et le changement de pratique alimentaire avec du coup une nouvelle procédé agroalimentaire. Voilà, je laisse la place maintenant notamment à Alice qui va pouvoir introduire cette table ronde. Bonjour à tous, merci Kerseo, merci Groupama de nous accueillir aujourd'hui. On est très contente, enfin du moins moi je suis très contente de parler aujourd'hui d'alimentation. C'est un sujet d'actualité, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'articles et je trouve que c'est important aussi de prendre de la hauteur sur la situation et la façon dont on peut accompagner ces transitions. Pour me présenter très rapidement, à la base, j'ai un cursus d'ingénieur agroalimentaire avec une spécialité en marketing. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on laisse beaucoup reposer sur le consommateur les enjeux de transition. Et voilà, j'ai un regard sur le consommateur qui sera intéressant de mobiliser, je pense, dans cette table ronde, pour dire notamment que c'est pas le seul maillon à mobiliser au regard des enjeux. Après 10 ans de conseil auprès des industries agroalimentaires, grosses industries, j'ai suivi une formation environnement énergie à l'INSA et qui m'amène aujourd'hui à réorienter mes activités de conseil sur les enjeux de transition. Premiers éléments, on nous a demandé de dresser le contexte. Alors Geoffrey a envoyé beaucoup de slides d'actualité, donc moi je vais m'attarder peut-être sur certains points. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on remet en question notre modèle agro-industriel ? Après tout, il faut se rappeler qu'on est sur un modèle qui a fait ses preuves, si je puis dire, dans un contexte d'après-guerre. Mes slides ne défilent pas. Comment ? Il faut que je fasse quoi ? Ah mince, bon, du coup, c'est allé hyper vite. Bon, c'est pas grave. Bon, à la limite, tu peux toutes les mettre, comme ça, on n'en parle plus. Oui, pourquoi je dis que ça a fait ses preuves ? Ça a fait ses preuves parce que dans un contexte d'après-guerre, ce modèle, finalement extrêmement intensif, spécialisé, a permis de produire en masse, à réduire les coûts, à maximiser les profits et quelque part à garantir la sécurité alimentaire au plus grand nombre. Ça a facilité l'essor démographique, qui est un sujet. Pardon, je me reconcentre. Et puis aussi élever le niveau de vie d'une frange importante de la population. Pour autant, on est sur un système qui a aujourd'hui montré d'importantes défaillances et des vulnérabilités à l'égard du réchauffement climatique, à l'égard de l'érosion de la biodiversité, qui est un déterminant essentiel de la fertilité de nos sols, à l'égard aussi de la dépendance aux engrais azotés, où on a vu que dans un contexte de guerre en Ukraine, on s'est retrouvé dans la panade. Et puis au-delà de ces externalités donc négatives, on se rend compte que cette alimentation qu'on croyait si peu chère, en fait, nous coûte super cher. Et c'est le rapport de la FAO qui a été publié notamment cette année, qui estime que le coût de notre alimentation, les coûts cachés de notre alimentation à l'échelle mondiale s'élèveraient à 10 000 milliards de dollars par an. C'est à peu près 10% du PIB.
Et ces coûts cachés, donc que le consommateur ne paye pas effectivement quand il va dans un magasin de grande distribution, ils se traduisent en coûts concrets de santé publique, de coûts environnementaux ou de subventions à destination d'agriculteurs notamment qui ont des activités qui parfois ont besoin d'être subventionnées pour être rémunératrices. Donc, on va s'attarder maintenant un peu plus aux grands chiffres, notamment des impacts de notre alimentation. On est sur une table ronde qui parle de décarbonation. L'alimentation, c'est 24% de l'empreinte carbone des ménages français, donc c'est un poste majeur. Et comment ça se traduit concrètement? Ici, vous avez donc 163 millions de tonnes équivalent CO2 émis par notre alimentation. On est bien sur l'empreinte carbone et on voit que les 2/3 de ces émissions sont liées à l'amont, donc aux émissions agricoles. Ces émissions, elles intègrent à la fois des émissions directes et des émissions indirectes, notamment liées à la fabrication des intrants, donc les engrais azotés, qui est un process très énergivore. Ou encore de déforestation importée. Donc, si on veut, si je simplifie, décarboner notre alimentation, c'est revoir en profondeur nos modèles agricoles. Je veux bien que tu passes. Au final, les enjeux qu'on adresse, ils peuvent pas se contenter juste de parler de carbone. La transition alimentaire, c'est beaucoup plus que ça. Il y a effectivement des enjeux de santé publique. J'ai tenu à rappeler quelques chiffres clés, notamment enjeux de santé publique. Explosion de l'obésité, ces 40 dernières années, calcul mental. Voilà, près d'un Français sur deux est en situation de surpoids et on sait que ce sont des facteurs de risque de maladies non transmissibles, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. On a un enjeu sociétal avec la hausse de la précarité alimentaire qui est notamment développée sous l'effet de l'inflation. On a des agriculteurs qui ont des difficulté à se rémunérer, du moins une non juste répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. L'enjeu environnemental, ça on va en parler très largement aujourd'hui, mais c'est important de le souligner. Et au-delà du carbone, des pressions sur la biodiversité et des perturbations des cycles biogéochimiques. Et enfin, un autre élément, et c'est aussi pour ça que dans l'actualité on en parle beaucoup, c'est qu'il y a un enjeu aussi économique qu'on ne peut pas occulter, c'est-à-dire que la ferme France, grande puissance agricole, au final voit l'agriculture contribue de moins en moins à la valeur ajoutée de la France. Donc on est quelque part dans une situation où un point noir sur tous les tableaux. D'où la nécessité de revoir le modèle. Mais on est dans une mise en mouvement difficile, et ça, je pense qu'il suffit d'ouvrir la radio pour le comprendre. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'au final, si les enjeux sont clairs, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Et ça, c'est un peu le retour d'expérience de ce qu'on peut voir en atelier de travail chez Ceresco, c'est qu'en final, on est dans une sorte de triangle de l'inaction où un peu chacun se rejette la faute. L'agriculteur attend que le consommateur change ses comportements. Le distributeur demande au consommateur de prendre ses engagements. Ça, c'est une belle citation de Michel-Édouard Leclerc. Et le consommateur, lui, ne veut pas payer le prix de la transition. Il veut pas payer plus cher et il veut pas que ça lui coûte. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va en parler. Il faut se dire que aujourd'hui, si le message, c'est de faire changer le consommateur, c'est un message que je porte largement. Il faut se dire que ce n'est pas le consommateur, il faut se l'avouer, ce n'est pas le consommateur qui portera cette transition. Individuellement, certains vont faire le choix d'avoir une alimentation plus responsable. Cependant, entre le souhait et la pratique, il peut y avoir une certaine dichotomie. Et un exemple que j'utilise souvent pour témoigner le fait que le consommateur n'est pas en capacité d'opérer cette transition, c'est l'exemple du flexitarisme. On a entre 25 et un tiers de la population qui se déclare flexitarienne, donc volonté de réduire la consommation de protéines animales. 57% qui ont affirmé avoir réduit leur consommation de viande ces 3 dernières années. Et quand on regarde les données donc de l'Agreste, donc qui donne les données
de consommation par bilan, donc la quantité de tonnes équivalent carcasse consommées par habitant, et ben on voit ces 3 dernières années, le chiffre est augmenté. Donc et on a des importations qui augmentent de viande de presque 12%. Donc entre la volonté et les actes, malgré toute la bonne volonté, ben on peut pas attendre du consommateur de faire ça. Et pourquoi ça s'explique? Tout simplement parce qu'il n'a pas forcément toute la connaissance et sans s'en rendre compte, il consomme des protéines cachées dans des plats préparés pratiques, dans la restauration commerciale aussi où il y a beaucoup de protéines et qui est source de plaisir. J'ai beaucoup trop parlé, je crois, mais je vais conclure. Tout ça pour dire que nous, notre mission chez Ceresco, on a un cabinet de conseil indépendant. On a à peu près 23 consultants et on accompagne cette transition à 3 niveaux d'échelle, à la fois pour l'accompagnement des politiques agricoles et alimentaires des territoires. Donc là, notamment le développement des PAT, mais c'est qu'une petite partie de cet accompagnement des politiques publiques. On accompagne aussi les stratégies foncières, le développement de filières locales, de circuits courts. Le deuxième volet très important, c'est l'adaptation des filières face aux enjeux de transition. Et quand j'entends transition, je ne parle pas que de transition environnementale. Effectivement, les filières doivent s'adapter à la fois sur les notions de réchauffement climatique, sur se préparer aux difficultés, notamment d'accès à la ressource de l'eau, qui va être hyper stratégique. Donc ça, on fait beaucoup d'accompagnement sur ces points-là. Mais la transition, c'est aussi la transition des agriculteurs. T'en parlais, Geoffrey, sur le fait qu'on a 50% de nos agriculteurs qui ont plus de 55 ans, donc qui vont partir à la retraite. C'est aussi comment faire pour redévelopper l'attractivité de nos filières. Et enfin, on accompagne des acteurs privés sur ce chemin des transitions. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, merci. Je vais reprendre le petit machin. Merci de même Cali, je suis très contente d'être là, donc merci de vous être levé aussitôt pour venir nous voir, nous écouter. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Caroline, je suis consultante en stratégie RSE et accompagnatrice d'entrepreneurs sociaux. Et je vous parle aujourd'hui notamment avec une expérience de 2 ans chez Agotera, qui a pour volonté d'accélérer la transition vers une agriculture régénératrice. On en parlera un peu plus tard. J'étais aussi ouvrière agricole dans une ferme, bénévole chez le Shift Project sur les sujets alimentaires et surtout agriculture, et organisatrice d'un forum qui s'appelle Carbon Connect, qui a été organisé à Lyon. Donc c'est vraiment un forum de la contribution carbone en agriculture où il y avait des agriculteurs, des acteurs publics, des collectivités et des entreprises, au service de la transition vers une agriculture régénératrice. Donc voilà un petit peu pour moi. Je vais aller vite du coup sur le contexte parce qu'on en a pas mal parlé, mais moi je voulais prendre l'angle des 3 facettes de l'agriculture. Donc la première facette, on en a parlé, l'agriculture, c'est un des premiers piliers de la contribution à l'émission de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est quasiment 20% des émissions. Donc on l'a vu, agriculture, alimentation, c'est 24%, et agriculture à lui seul, c'est 20%. Donc c'est énorme. La deuxième facette, je sais plus où c'est. Ah voilà, c'est bon. Deuxième facette, c'est que en fait, le secteur de l'agriculture, c'est quand même un secteur en première ligne face à la crise climatique. Là, ce que vous voyez, c'est une image du Nord-Pas-de-Calais, typiquement sous les inondations très récemment. Donc ça, c'est un enjeu de taille. Et troisièmement, ce qu'on sait un peu moins et ce dont on parle un peu moins, décidément. Je vais peut-être me mettre là, du coup. Voilà. C'est que l'agriculture est une des solutions cruciales pour la transition écologique, pour l'atténuation, on en a parlé tout à l'heure. Les sols agricoles aujourd'hui, c'est le 2e puits de carbone après les océans. Donc c'est énorme, on ne le sait pas forcément, on parle surtout des 2 premières facettes, mais c'est important aussi d'en parler. Alors, une des causes de la crise climatique, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre, Alice en a un petit peu parlé, principalement des émissions de méthane, des émissions de protoxyde d'azote dues à la fermentation entérique des bovins notamment, la gestion des déjections, l'épandage d'intrants azotés. Donc en émissions directes, c'est vraiment
l'utilisation d'engrais azotés excessifs, mais il y a aussi la fabrication des engrais chimiques en émissions indirectes, et puis les résidus de culture qui émettent aussi du protoxyde d'azote, et puis un tout petit peu moindre, mais quand même présent, le CO2, qui au total en France, tout secteur confondu, est à peu près à 74%. Ici, en agriculture, c'est finalement que 13%, et c'est principalement lié à la consommation d'énergie fossile. Mais il n'y a pas que le carbone, comme disait Alice, il faut aussi voir le contexte global. Aujourd'hui, en France, il y a 17% de la faune et de la flore qui sont menacées. Et la France, il me semble, est un des territoires où il y a le plus d'espèces menacées au monde. Et ça, c'est causé par plusieurs choses. La première, c'est la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Par exemple, quand on va détruire des prairies permanentes pour y cultiver des céréales, on va détruire un habitat naturel de nombreuses espèces. Pareil, quand on va déforester. Les pratiques agricoles et de pêche, surtout intensives, sont aussi une cause majeure de la disparition ou de la menace des espèces. Et puis la pollution, avec notamment l'utilisation des produits phytosanitaires, l'érosion, ensuite le ruissellement et ces produits qui se retrouvent dans nos cours d'eau et qui menacent aussi nos cohabitants. Et puis, bien évidemment, l'agriculture n'est pas la seule cause de cette crise de la biodiversité. Il y a effectivement aussi l'impact du changement climatique et puis les espèces exotiques envahissantes qui arrivent sur nos territoires. Et puis, moi, j'avais aussi envie de parler des sols. Aujourd'hui, selon les sources que j'ai citées, 2/3 des sols européens sont dégradés. Ça, c'est un véritable problème de sécurité alimentaire également. Alors, c'est principalement dû à l'érosion qui va être encouragée par des pratiques agricoles intensives. L'érosion, pour rappel, c'est le déplacement de terre dû à l'eau de pluie, donc bien évidemment intensifié quand il y a des précipitations intenses, comme on a pu le voir. Le labour profond, qui va diminuer la porosité des sols et complètement tuer la microfaune, notamment les vers de terre qui permettent au sol de respirer. Le surpâturage et la pollution, comme je l'ai mentionné, notamment des engrais chimiques. Donc, constat très joyeux. On va continuer dans le joyeux. Donc, l'agriculture, c'est aussi un des secteurs les plus affectés. Je vais aller assez vite, mais on le sait tous, il y a une augmentation des épisodes de sécheresse et de leur intensité. On a l'exemple de désertification des terres en Espagne. Et surtout, selon l'Observatoire européen de la sécheresse, les pires sécheresses qu'on a connues en 2022, typiquement, deviendront la norme d'ici 2050. Donc là, il y a un véritable enjeu d'adaptation aussi de l'agriculture face à des aléas climatiques. L'agriculture, finalement, est aussi une victime et pas seulement un bourreau du climat. Et puis l'assèchement des prairies qui entraîne une pénurie du foin pour le bétail et donc une perte de rendement massive. On voit aussi l'augmentation des épisodes de précipitations intenses, typiquement une photo du Nord-Pas-de-Calais, qui favorise l'érosion des sols, donc je l'ai dit, déplacement des terres, qui dégrade les sols et qui contribue à la pollution des cours d'eau, et puis qui détruit tout simplement les récoltes. Donc tout ça, ça crée du stress sur les ressources en eau, une baisse des rendements agricoles et une dégradation des terres. Bon, il y a quand même un petit peu de soleil à l'horizon. L'agriculture, selon, alors c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le 6e rapport du groupe 3 du GIEC qui le dit, c'est une solution cruciale aujourd'hui et pas excessivement chère pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est un extrait du rapport du GIEC. Ce que vous voyez en abscisse, c'est le potentiel de contribution à la réduction des émissions. Et les couleurs, c'est le coût de ces options. Donc, vous voyez que, alors, on a plusieurs solutions dans les solutions basées, ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Notamment, il y a aussi pas mal d'afforestation, de reforestation qui rentrent en compte. Mais sur l'agriculture, typiquement, c'est la première ligne. Vous voyez, la séquestration carbone en agriculture est vraiment à un haut potentiel pour réduire nos émissions. Et in fine, l'idée, c'est quand même d'arriver à atteindre nos objectifs des accords de Paris et la SNBC qui est le volet national de ces accords. Alors, comment on fait ? L'idée, c'est de passer à une agriculture régénératrice. Alors, l'agriculture régénératrice, c'est
un concept assez vague, mais l'idée, c'est que ça regroupe un ensemble de pratiques qui permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comme vous pouvez le voir, de stocker un maximum de CO2 dans les sols, mais pas que. D'augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, de restaurer la biodiversité et de restaurer aussi la qualité des sols. Donc c'est une solution finalement assez englobante, holistique, qui ne va pas uniquement se concentrer sur le carbone. Donc comme je l'ai dit, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de réduire son bilan carbone au niveau du territoire, mais aussi au niveau de chaque exploitation, tout en préservant, en augmentant la qualité des sols, la biodiversité, la qualité de l'eau et de l'air, et en permettant une alimentation durable, parce que finalement, la raison d'être numéro 1 de l'agriculture, c'est bien de nous nourrir. Alors, comment on fait ça ? Il y a plusieurs leviers, à la fois de séquestration, de réduction. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui au sein d'une exploitation. Et pour finir, quel rôle pour les entreprises ? Les entreprises, finalement, elles peuvent aider à lever les freins à la mise en place de ces pratiques agricoles régénératrices. Alors, il y a 2 types d'entreprises, vraiment, on simplifie ici, mais les industries agroalimentaires, cosmétiques, textiles, finalement, toutes les industries qui ont affaire à une chaîne de valeur agricole, peuvent aujourd'hui financer des projets de réduction, de séquestration, de régénération des écosystèmes, donc de leurs écosystèmes, dans leur chaîne de valeur, dans leur chaîne d'approvisionnement. Comment ? Alors, il y a plusieurs exemples. On peut mettre en place des primes filières ou des fonds carbone filières auprès des agriculteurs et des agricultrices de sa chaîne d'approvisionnement. Comme ça paraît hyper simple, mais il y a plein de structures qui peuvent vous aider à mettre ça en place, parce qu'on sait très bien que ces industries ont finalement souvent assez peu de relations directes avec les agriculteurs. Il y en a quelques-unes. L'idée, c'est aussi de créer ce lien. Et puis pour toutes les autres entreprises, même si dans l'idée, il n'y a pas tellement de lien avec les agriculteurs, il y a toujours une possibilité de financer des projets proches de vos activités, des activités de l'entreprise, proches de son bureau, de son usine, de son magasin. L'idée là, c'est d'aider l'agriculture à se décarboner, mais aussi régénérer ses écosystèmes pour sa communauté et ses salariés. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus généralement la contribution carbone. Et pour finir, quelques exemples d'entreprises qui mettent ces choses en place. Donc de ce côté-là, des entreprises plutôt dans l'industrie agroalimentaire. De l'autre, des entreprises qui a priori n'ont rien à voir avec l'agriculture. Et puis quelques exemples de structures, dont Agotera, qui peuvent vous aider à mettre en place ces pratiques. Voilà, j'en ai fini. Laura, je te donne la parole. Merci, on va passer la parole à Laura de Santalim, du coup, qui va nous parler de solutions qui peuvent être mises en place. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité aujourd'hui et merci à tous d'être venus nous voir et nous écouter. Donc moi je suis Laura Wirth, je suis la cofondatrice de Santalim. C'est une entreprise que j'ai fondée avec mon père il y a 4 ans. Et donc on est une petite structure, on a notre usine à Saint-Laurent-de-Chamousset, donc dans la vallée de la Brévenne. Et nous, en fait, on a développé un procédé permettant de réduire le temps de préparation des céréales et des légumineuses. Donc, en fait, on a réfléchi comment faire aujourd'hui pour les rendre plus accessibles, pour les rendre plus simples à être préparées, à être cuisinées, et surtout plus gourmandes. Donc, voilà, Santalim. On est surtout parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, dans notre agriculture, on a plein d'autres céréales que le blé qui sont très bonnes pour la santé, qui donc du coup seraient françaises, qui seraient bien meilleures pour nos sols et pour nous-mêmes. Mais on est parti du constat qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué à faire. Et quand on veut manger rapidement le soir, on est tous pris par notre quotidien, avec le travail des enfants, etc. Quand on rentre le soir, on n'a pas forcément on n'a pas forcément pensé à faire tremper 3 jours avant nos pois chiches ou nos légumineuses. Et qu'aujourd'hui, on se tourne tout de suite sur, par exemple, de la pâte ou de la semoule, parce que c'est pratique à faire, parce qu'on n'a pas non plus envie de s'embêter, on sait faire. C'est facile et surtout, on sait que derrière, ça va être bon et ça va nous nourrir. Donc nous, on a essayé de répondre à cette problématique-là en se retournant sur toutes les autres céréales et légumineuses que le blé pour trouver un moyen de les rendre plus accessibles et faciles à faire. Donc voilà, c'est l'explique. C'est une entreprise que j'ai créée avec mon père.
Donc la pertinence environnementale, on a essayé, plus que de proposer un procédé de transformation de la céréale et de la légumineuse, on a essayé aussi de réfléchir à répondre à différentes problématiques qui sont en lien avec les agriculteurs et les consommateurs. Donc aujourd'hui, nous, on proposerait en fait un débouché aux agriculteurs. On a pu rencontrer différents coopératives, par exemple agriculteurs, qui cherchent aujourd'hui à diversifier leur agriculture, qui cherchent à se sortir du blé pour planter autre chose qui serait bien meilleur pour les sols, qui serait peut-être aussi plus rentable au niveau de la consommation en eau, tout un tas de choses, au niveau même de la difficulté à cultiver certaines céréales. Et aujourd'hui, c'est une problématique, ces agriculteurs-là, c'est qu'ils ne savent pas forcément vers quel débouché se tourner. Donc ils vont planter des produits, des céréales et légumineuses, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir les vendre aujourd'hui. Et nous, on proposerait donc une solution pour justement rendre accessibles ces céréales et ces légumineuses-là pour que le consommateur puisse pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Et que ça devienne un automatisme d'aller vers autre chose que le blé, des légumineuses ou des céréales bien meilleures pour la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on veut remplacer la protéine animale, oui, mais c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué par rapport à l'apport en valeur nutritionnelle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de protéines qui sont apportées justement la protéine animale. Et comment faire aujourd'hui pour réussir à avoir une alimentation équilibrée en justement se détournant de ces protéines-là? Et en fait, ça, c'est en essayant de mélanger un ensemble, donc les légumineuses, les légumes séchés et les céréales. Et l'ensemble fait qu'on pourrait avoir une alimentation saine et équilibrée sans avoir forcément besoin d'aller sur la protéine animale. Voilà, moi, je suis plus courte que... Voilà aujourd'hui les produits qui peuvent être faciles, les produits qu'on peut commercialiser. Donc on a la gamme céréales, on est sur 3 granulométries différentes, puisqu'il faut savoir que nous on reçoit du coup en big bag nos céréales. Donc on a un moulin en interne qui nous permet d'avoir 3 granulométries, donc soit les perles, soit les smoules ou les farines. On a aussi les légumes séchés, donc ça on est sur des légumes de saison. Donc en ce moment, il n'y a pas de l'oignon, c'est tout. Mais par exemple, l'été, on est sur du poivron, de la tomate. Voilà, c'est beaucoup plus gourmand dans les assiettes. Et on a aussi la gamme des légumineuses, donc les perles de légumineuses entières ou en farine aussi. Donc ce qui permet de changer aussi, pour faire nos gâteaux, nos flans, de la farine de blé, d'avoir d'autres farines pour du sans gluten, par exemple, ou même pour avoir d'autres apports en protéines. Donc ça, c'est un exemple de produit qu'on peut proposer. Et voilà. Merci. Merci beaucoup pour du coup, cette présentation des différents enjeux, que ce soit liés à l'écologie, à tout le système agroalimentaire ou même de solutions qu'on pourrait imaginer à mettre en place. Alors, quand on voit tous ces enjeux de transition écologique, moi j'ai une question, comment est-ce que vous percevez cette compréhension, cette sensibilisation à ces enjeux, que ce soit biodiversité, carbone, adaptation au changement climatique, de la part des différents acteurs que vous pouvez intervenir, que ce soit au niveau des agriculteurs, des transformateurs ou autres. Je ne sais pas qui veut. Alice, peut-être. Comment les gens perçoivent effectivement les enjeux de transition écologique? J'ai envie de dire que ça dépend vraiment des maillons de la chaîne et des interlocuteurs qu'on a. C'est-à-dire que, et je pense que c'est d'ailleurs un des sujets qui nous mène à la situation actuelle, c'est qu'on a d'une part des agriculteurs qu'on peut rencontrer en atelier de travail qui vont, eux, vivre, enfin pour une partie, vivre ces enjeux comme une situation où ils vont être confrontés à une écologie punitive. Globalement, j'ai fait plusieurs ateliers de travail avec des agriculteurs et ils se sentent, le premier sujet, ça va être, ils se sentent discriminés, ils se sentent incriminés. Et c'est un sujet assez douloureux et assez compliqué à mettre sur la table. Donc, effectivement, ça, c'est le premier point. Après, effectivement, il y a aussi des gens très moteurs qui ont conscience de ces effets parce que, comme tu le disais, effectivement, l'agriculture est la première exposée, au final, aux effets du réchauffement climatique. Donc, il y en a beaucoup qui mettent déjà en place des actions de diversification, qui ont envie. Et en fait, quand on échange avec eux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de freins
de freins à lever, des freins technologiques, des freins financiers, des freins organisationnels, etc. Donc, il y a d'une part, je pense, une façon d'amener le sujet avec eux, donc pour lever cette perception parfois un peu douloureuse, et puis un côté recherche d'accompagnement. Ça, c'est pour le volet agricole. Pour industrie agroalimentaire et distributeurs, c'est très différent, étonnamment. Ils vivent pas du tout la même chose que les agriculteurs, c'est-à-dire que eux, on va davantage être sur une problématique de décarbonation des process. On va être dans une logique très rationnelle, si je puis dire, très. Je fais un audit de mon système de management de l'énergie et je vais faire un plan d'action pour décarboner mon activité, un bilan carbone, une stratégie RSE. Mais c'est moins viscéral, si je puis dire, qu'un agriculteur qui passe sa journée dans les champs. Idem pour les distributeurs. Enfin, c'est mon point de vue au regard des ateliers de travail qu'on mène. Oui, alors peut-être sur les entreprises, parce que je connais un petit peu mieux cet acteur-là. Nous, chez Agoterra, on voyait vraiment une grande diversité de niveaux de sensibilisation des entreprises face aux enjeux déjà écologiques de base, carbone, et après face à la compréhension des enjeux des agriculteurs, qui parfois sont même dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc le rôle de ces structures, c'est déjà de sensibiliser, d'expliquer, et ensuite de créer des ponts. Je pense que créer des ponts, c'est important pour comprendre comment regrouper un certain nombre d'acteurs dans la chaîne vers des programmes de décarbonation, de régénération. Il y a aussi un sujet économique. Quand on est une entreprise, comment on fait fonctionner ça au vu des enjeux économiques, des enjeux financiers, de marge, etc. Et après, ce qu'on faisait beaucoup chez Agoterra, c'était des rencontres entre les agriculteurs et les entreprises qui sont finalement des personnes qui ont peu le temps ou l'occasion de se rencontrer. Et donc, on a organisé des visites, notamment auprès d'agriculteurs. Moi, j'ai organisé une visite dans les Monts du Lyonnais. Et les agriculteurs étaient super contents d'expliquer ce qu'ils avaient mis en place sur leur exploitation auprès d'un contributeur, donc une entreprise qui, entre autres, n'avait pas de lien direct avec l'agriculture, mais voilà, qui était du coup sensibilisée aussi, non seulement sensibiliser aux leviers qui avaient été mis en place, mais sensibiliser aux freins et aux risques aussi que prenait l'agriculteur. Donc ça, je pense, c'est important. Merci pour ces éléments. Du coup, j'ai entendu beaucoup parler le mot frein et différents types de freins qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que vous voyez comme frein à transformation ? Laura, par exemple, quand on pense à une solution qui a l'air simple, du coup, proposer des débouchés pour de nouvelles céréales et le donner à des consommateurs pour la santé, a priori, ça a l'air assez simple. Est-ce qu'il y a des freins, justement, à ça ? Oui, nous, on travaille beaucoup. Donc, nous, on travaille la céréale donc, auprès de coopératives directement. Donc, on propose des débouchés en transformant cette céréale-là. Et après, nous, derrière, notre but est aussi de pouvoir la commercialiser. Donc, on est principalement sur par exemple, restauration collective, etc. Le problème, c'est que ces personnes-là, les cuisiniers, les diététiciennes, tout le monde, comme on discutait, sont pour changer justement l'alimentation, sont pour intégrer des légumineuses, sont pour intégrer d'autres céréales dans les menus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe par des grossistes. Et ces grossistes-là ne sont pas du tout ouverts à référencer des nouveaux produits. Il faut en moyenne 4 ans pour être référencé. Aujourd'hui, quand on est une structure innovante, 4 ans, c'est beaucoup de frais, beaucoup de choses pour pouvoir rester en vie jusqu'ici. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui sont pour changer, diversifier les menus, mais ils sont obligés de passer par d'autres acteurs qui, eux, ne sont pas du tout ouverts sur le sujet, ou en tout cas, ça représente une trop grosse prise de risque pour eux, pour aujourd'hui envisager d'ouvrir le référencement à des produits autres que ce qui existe déjà sur le marché. Voilà pour mon point de vue. Oui, effectivement, je partage ce que Laura vient de dire. Nous, dans l'accompagnement des PAT, on est amené à effectivement mobiliser le levier de la restauration collective pour justement
soutenir les filières locales. Donc là, je parle plutôt de la partie agriculteur. Et on le voit, effectivement, les freins, ils sont multiples. Ils sont à la fois, effectivement, logistiques, avec... on se rend compte que quelque part, les circuits courts, le premier et le dernier kilomètre coûtent particulièrement cher et freinent aussi, je pense, les grossistes dans le soutien de ces initiatives. Il y a des freins aussi équipements. Alors, je connaissais pas ton procédé, mais habituellement, le pois chiche a un phénomène de trempage. Et effectivement, tout de suite, quand on va proposer du pois chiche local à une cantine, on va dire, ah bah oui, mais moi, je suis pas organisée pour faire mon trempage, etc. Donc, ta solution est super. Et puis organisationnel aussi, il y a un travail de conviction tout au long. C'est un long processus. Et peut-être, moi, de ce que j'ai vu des freins auprès des agriculteurs avec lesquels on travaillait et qui mettaient en place pendant 5 ans quand même, donc c'est un engagement des pratiques agricoles alternatives pour baisser leur bilan carbone. C'était un frein financier, parfois technique. Et du coup, on les accompagnait aussi grâce à des agents techniques locaux et qui connaissaient leur sujet, le terroir et le type d'agriculture qu'on accompagnait. Et puis des freins aussi un peu psychologiques. Moi, je laboure depuis 50 ans, mes parents labouraient, j'ai toujours connu ce type d'agriculture, pourquoi je changerais? Et un petit peu de frein aussi, j'ai l'impression, alors ça c'est vraiment une analyse personnelle, de frein psychologique aussi au regard des autres, des pairs notamment, des autres agriculteurs. Et nous, de ce qu'on voyait, c'était qu'une fois qu'un agriculteur un peu leader dans sa communauté se lançait sur ces sujets-là, ça tractait aussi... ça essaimait sur sa communauté et permettait de convaincre d'autres agriculteurs. Donc il y a aussi on n'a pas envie de faire différemment aussi, parce que ça fait... et puis on n'a pas envie que quelqu'un d'extérieur nous dise qu'on ne fait pas bien notre travail non plus. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut faire avec l'agriculteur ou l'agricultrice, et pas imposer ou avoir l'air de dire qu'il faut faire comme ça plutôt que comme ça. Il y a aussi l'agriculteur ou l'agricultrice, il est aussi expert de son sujet. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a un autre élément qui ressort un peu de ce que vous dites. Et quand on voit tous les enjeux qui touchent à l'agriculture aujourd'hui et même le contexte actuel, je pense qu'il y a un côté aussi de visibilité de tous côtés, de quelle est la réalité aussi des agriculteurs, des types d'agriculteurs et de toute l'industrie agroalimentaire. On sent qu'aujourd'hui, avec l'actualité sur l'agriculture, tout le monde est un peu perdu, personne ne sait vraiment de quoi on parle, etc. Et quand je vous entends, on a l'impression qu'il y a aussi un vrai sujet de comprendre la réalité des agriculteurs, parce que souvent on a notre produit, on dit tiens, c'est un agriculteur qui l'a fait, mais derrière il y a toute une chaîne de procédés logistiques et autres. Je sais pas déjà ce qu'on peut avoir une petite clarification de toute cette chaîne de l'industrie agroalimentaire, de quelles sont les principales étapes qu'on peut avoir, mais on l'a vu tout à l'heure avec le petit billet et la part qui reste aux agriculteurs. Au moins, rendre ça visible et peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet de compréhension quelle est la réalité des agriculteurs et ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un peu un côté un discours impossible en fait aujourd'hui entre les agriculteurs et les populations plus urbaines qui vont chez Monop s'acheter des produits tout préparés. Effectivement, déjà le fait de la tertiarisation des activités, l'agriculture qui représentait l'activité dominante il y a quelques décennies, représente maintenant une moindre importance dans l'activité, du moins dans l'activité. Et donc, effectivement, il y a une distanciation qui s'est opérée avec l'urbanisation, une distanciation qui s'est opérée entre le consommateur et l'origine de son alimentation. C'est aussi associé au développement des grands magasins de GMS dans les années 70 notamment. Donc, quand on a dit ça, effectivement, on le voit, même notre rapport à la viande a complètement changé. C'est ce que je vous disais, les gens ont l'impression de moins consommer de viande et pour autant, ils en consomment plus. Donc, preuve est qu'on
on se rend même plus compte de ce qu'on mange. Donc il y a un enjeu de reconnecter l'homme à son alimentation, aux vivants, à son terroir, aux agriculteurs. Ça, c'est pour moi un point essentiel. Et en fait, j'étais en train de penser à mon deuxième point qui m'a échappé. Tu veux prendre la suite ? Non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je dirais juste qu'il y a aussi vraiment des réalités hyper différentes selon les agriculteurs, selon le type d'agriculture. Je pense que ça, c'est important à dire. Et effectivement, il y a une déconnexion ou une confrontation entre, d'un côté, des personnes qui seraient les écolos et de l'autre, les agriculteurs. Voilà, je pense que c'est, comme disait Alice, quelque chose d'assez viscéral chez les agriculteurs qui se sentent attaqués, incriminés. Moi, j'ai pas la solution, mais en tout cas, c'est un sujet très complexe parce que ça aborde, au-delà de sujets techniques, ça aborde un sujet très émotionnel aussi par rapport à ce défi. J'ai retrouvé, pardon. Le point que je voulais ajouter, et je pense qu'il joue sur ce qu'on disait, c'est que, en fait, l'agriculture est encadrée par un très grand nombre de règles liées aux enjeux de transition. Il y a la SNBC qui demande de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre du secteur. On a le plan eau qui demande de réduire de 10% la consommation du secteur agricole. On a le plan France 2030 qui demande de doubler les surfaces de légumineuses. On a, je pourrais le faire pendant longtemps, les objectifs sur le bio. Il y a beaucoup, effectivement, d'objectifs sur le secteur agricole et on se rend compte que, en fait, toutes ces transformations, elles ne sont pas suivies par le reste de la chaîne alimentaire. Et donc, il y a un enjeu de faire des ponts, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour en fait garantir des débouchés à ces acteurs qui entreprennent, qui prennent des risques pour répondre à ces objectifs. Et je pense que c'est pas un rejet effectivement de cette mise en mouvement qui, je pense, au regard des constats, met beaucoup de gens d'accord. C'est plus cette injustice entre les maillons de la chaîne qui rend la situation difficile, voire intenable au regard de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous le savez, mais bientôt, pour la première fois, une stratégie nationale de l'alimentation, de la nutrition et du climat qui doit être en accord avec la SNBC 3, là, qui va bientôt paraître, qui devrait en fait donner une trajectoire claire sur les maillons de la chaîne avec des objectifs qui s'imbriquent pour tous les maillons de la chaîne. Et peut-être que cet outil de planification et de pilotage apportera aussi un éclairage. Mais bon, ça devait arriver déjà l'été dernier. Bon, à voir. Mais, pardon, j'en reviens aussi par rapport justement aux agriculteurs, c'est que même ceux qui veulent aller justement sur toutes ces nouvelles contraintes, aujourd'hui, ils n'ont aucune certitude. On sait déjà que c'est pas évident de pouvoir vendre alors qu'on a déjà nos commandes. Ils n'ont aucune certitude en changeant toute leur agriculture, toute leur façon de travailler, que derrière, ça va leur apporter plus de débouchés, ça va leur apporter plus de commandes et ça va leur apporter, ça va leur permettre de pouvoir. Ils n'ont aucune certitude de ça, puisqu'aujourd'hui, même s'ils changent on en revient à ce qu'on disait, mais même s'ils changent leur agriculture, le consommateur n'est pas forcément prêt, lui, à passer du temps à cuisiner, à passer du temps aussi à réfléchir à d'autres recettes que ce qui est déjà établi depuis des années, ce qui est déjà dans les habitudes de consommation. Donc du coup, il faudrait là-dessus, donc nous, c'est là-dessus qu'on a travaillé pour notre procédé, parce qu'aujourd'hui, on peut manger de la légumineuse ou de la céréale en 5 minutes au micro-ondes, avec sans égouttage ni rien, donc une réduction d'eau, etc. Mais pour en revenir aux agriculteurs, ils n'ont aucune certitude aujourd'hui que ça puisse derrière, qu'ils puissent vendre leur culture. Donc c'est aussi derrière pour eux une prise de risque énorme. Et nous, on voit quand on travaille avec les différentes coopératives, où elles sont prêtes à changer tout ça, parce que justement pour la réduction des eaux, il y a plein d'autres céréales qui demandent beaucoup moins d'eau, plein d'autres légumineuses qui seraient bien meilleures, qui apporteraient même au sol, qui enchériraient
les sols beaucoup plus, et ça permettrait d'alterner différentes cultures. Aujourd'hui, ils n'ont aucune certitude que ce soit derrière commercialisé. Et on fait quoi avec nos centaines de tonnes de lentilles ou quoi, si personne ne veut les racheter? Enfin, c'est une prise de risque énorme qui, derrière, n'est pas du tout prise en compte quand on leur demande justement de modifier leur plantation. Merci pour ça. On comprend qu'il y a un vrai sujet de changer aussi l'alimentation, la manière dont on se nourrit. De ce que tu as dit, Alice, a priori, les individus ne changeront pas tout seuls parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent. Donc, comment on fait pour changer? Est-ce qu'on oblige un menu unique pour tout le monde ou est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on peut mettre en place pour tous ces sujets? Comment intervenir, que ce soit Laura ou Alice Effectivement, après, l'idée, c'est pas non plus de revenir au magasin communiste, je pense, avec un produit pour tous. C'est pas le message. Effectivement, en fait, il y a ce qu'il faut savoir sur la consommation, c'est effectivement le consommateur a un impact sur l'offre. Ça, c'est ce qui a guidé la première partie de mon activité professionnelle. Mais il faut pas négliger que l'offre a un impact aussi sur la demande. Et pour ça, on a inventé le marketing et des leviers marketing, l'offre, le prix, la communication, la distribution. Ces leviers sont éprouvés, ils sont connus. Et pour l'instant, en fait, ces leviers ne sont pas orientés vers la transition alimentaire. C'est-à-dire que, par exemple, la distribution est le premier investisseur en communication. 9,1 milliards d'euros investis dans la communication tous les ans par ce secteur. Et quand on regarde la part de communication responsable, ils appellent ça RSE, c'est 5%. Donc, et en plus, ce chiffre est en baisse par rapport à l'année dernière. Donc, sans parler du menu unique imposé pour tous, il y a aussi un enjeu peut-être d'encadrer certains leviers. Et d'ailleurs, l'IDRI notamment, enfin, il y a plusieurs think tanks qui militent pour effectivement que ces leviers soient encadrés. Idem pour l'offre. Aujourd'hui, quand on cherche des légumineuses en magasin, par exemple, ou sur un drive, je m'étais amusée, il y a 150 références de pâtes, il y en a 8 de légumes secs, toutes légumineuses confondues. Donc voilà, il y a un enjeu d'encadrer ces leviers qui aujourd'hui ne sont pas orientés vers la transition. Après, il y a aussi les autres leviers qui existent, qui sont éprouvés des politiques publiques. La fiscalité alimentaire, notamment, est un levier. Après, elle fait beaucoup débat. On a imposé une taxe sur le sucre, par exemple, parce qu'on a reconnu que c'était un enjeu de santé publique. Est-ce que demain, le gouvernement, les politiques publiques reconnaîtront que certains produits, au regard des enjeux de transition, seront considérés comme non durables et taxés? En tout cas, on sait que la fiscalité alimentaire a un impact sur la consommation, c'est évident. Il y en a plein d'autres, leviers. C'est pas les leviers qui manquent. Moi, je rajouterais aussi de peut-être moderniser, enfin nous on a essayé de le faire avec le procédé, mais de moderniser aussi d'autres céréales que le blé, pour les rendre accessibles, parce qu'aujourd'hui un des leviers serait tout simplement de le rendre accessible et facile aux consommateurs, de ne plus avoir besoin de penser 3 jours à l'avance, de faire tremper son pois chiche pour pouvoir le manger le mercredi, parce que c'est une autre gestion, et donc de réussir à intégrer ces céréales, ces produits-là dans l'alimentation et dans les habitudes de consommation, et que justement, moi je vois quand on a démarré l'entreprise, quand on faisait les rayons, c'est pas très sexy sur le rayon, quand on voit les packaging des céréales et des légumineuses, c'est tout de la même couleur, déjà c'est tout du plastique. Et aujourd'hui, il faut vraiment être déterminé pour pouvoir au quotidien manger ces céréales-là, parce qu'il n'y a pas d'idée de recette, il n'y a pas d'idée pour faciliter la consommation. Et c'est aujourd'hui, oui, voilà, faut être déterminé pour. Et puis aussi à la maison, c'est pas forcément évident quand on a des enfants de leur faire manger aussi du pois cassé ou du pois chiche. Voilà, donc c'est vrai que tourner en plus en pâte, c'est un peu plus rigolo, c'est un peu plus sympa à manger. Donc peut-être aussi de moderniser un peu plus ces céréales-là, et ces légumineuses permettraient de casser cette barrière aujourd'hui qui fait que le consommateur n'a pas envie de se tourner tout de suite vers. C'est pas sa solution de praticité, quoi.
J'ai juste un dernier levier auquel je pensais. On sait que les agro-industries sont en train de faire leur bilan carbone. Il y a la CSRD qui arrive aussi, qui a pour vocation justement de travailler sur ces indicateurs. Et rappelons-le, désormais le scope 3, donc qui concerne les émissions qui ne sont pas directement liées à l'activité directe de l'entreprise, va être pris en compte. Donc nécessairement aussi les industriels vont devoir travailler sur les émissions de leur amont agricole. Et ça peut être aussi un levier puissant dans cette transition. Enfin, du moins, aller dans le bon sens. Merci pour ces éléments. Une dernière question avant de passer aux questions-réponses. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de leviers. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont aussi propres parfois à des entreprises ou des organisations de se dire, on l'a vu, ça peut être sur leur stratégie de décarbonation, de contribution carbone ou autre, de financer potentiellement la séquestration carbone de pratiques agricoles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres leviers, du coup, via l'approvisionnement, les achats, voire la restauration collective? Caroline, est-ce qu'il y a des... Alors moi, je pourrais plutôt parler des leviers effectivement agricoles à l'amont. Nous, effectivement, on travaille avec deux types d'entreprises. Des entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur agricole, mais qui comprennent l'enjeu et qui, dans le cadre de leur stratégie RSE aussi, veulent allouer une partie de leur budget à des projets de séquestration et de réduction, ce qu'on appelle la contribution, et qui est aujourd'hui quand même quelque chose qui est fortement conseillé à la fois par la Net Zero Initiative de Carbone 4, donc assez franco-français, mais aussi par le SBTI, qui est un référentiel suivi par de nombreuses entreprises, qui est un référentiel plutôt international. Donc la contribution hors de sa chaîne de valeur, c'est pas quelque chose qui est contraint aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Et puis on travaille aussi avec l'industrie agroalimentaire, pour qui c'est encore plus stratégique en fait d'accompagner cette transition, parce que c'est la sécurisation aussi de leur activité. Donc il y a un vrai enjeu de sécuriser l'activité, de s'adapter face aux aléas climatiques. On l'a vu, c'est vraiment l'agriculture, c'est pas une blague, c'est le secteur qui va vraiment souffrir du changement climatique dès aujourd'hui. Et il y a un enjeu aussi du coup de comment est-ce qu'on fait fonctionner ça d'un point de vue économique. Donc est-ce qu'on met en place une prime filière? Est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement technique? Et le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui ne sont pas directement en contact avec leurs agriculteurs, qui passent par tout un tas d'intermédiaires. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à motiver et à mettre autour d'une table l'amont, l'aval, mais aussi les intermédiaires. On parlait des grossistes tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à ce que ça fonctionne pour tout le monde et que tout le monde se mette en mouvement pour cette transition. Donc je pense que c'est ça l'enjeu. Et après, sur les pratiques, on pourra peut-être en parler s'il y a des questions, mais très succinctement, il y a des leviers de séquestration et des leviers de réduction. Donc sur la séquestration, on va être sur la mise en place de couverts végétaux, ce qui est déjà d'ailleurs mis en place par pas mal d'agriculteurs parce que ça limite l'érosion. Donc ce qu'on voit, c'est que tous les leviers qui permettent de décarboner ou qui permettent de régénérer sont aussi souvent des leviers qui permettent d'atténuer l'effet du changement climatique. Et puis il y a la pratique de l'agroforesterie, la plantation de haies, qu'on voit souvent, qui permet aussi de restaurer la biodiversité. Donc à chaque fois, ces leviers, c'est pas uniquement pour décarboner, c'est aussi pour restaurer ou améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Et puis sur les méthodes de réduction, donc on a la réduction des engrais azotés qui est aujourd'hui une part immense des émissions, notamment de protoxyde d'azote. Donc là, c'est remplacé par des engrais naturels, même si ça émet toujours du protoxyde d'azote, mais un peu moins. Et puis utiliser par exemple des légumineuses pour amender les sols en azote sans avoir à épandre des intrants. Donc voilà, il y a tout un tas de leviers. Il n'y a pas de frein aujourd'hui vraiment technique à la mise en place de ces leviers. Donc tout est une question de quel modèle on met en place pour que ça fonctionne et pour lever les freins des agriculteurs que je mentionnais tout à l'heure. Là-dessus, je reviens effectivement pour les différents acteurs. Moi, je vois bien que justement, donc on est avec les agriculteurs, on a trouvé une solution avec les agriculteurs par rapport à des plantations.
Après, nous, on travaille on fait un petit peu de B2C, mais on fait beaucoup de B2B. On travaille principalement avec la restauration collective, les cuisines centrales, etc. Et en fait, on voit bien que les chefs, les diététiciennes, elles sont pour justement inclure ces nouvelles habitudes de consommation-là. Elles sont pour acheter ces produits justement en circuit court, puisque nous, on est avec une coopérative sur Genasse ou sur le Berry, donc on est sur des produits français, on est sur des produits bio ou HVE, et donc c'est des produits pour lesquels elles sont intéressées. Ces acheteurs-là sont très intéressés, puisqu'il y a tout ce qui est loi Egalim, et les plans les PAT, etc. Donc ça colle 100%. Mais aujourd'hui, ils sont contraints de passer par un autre acteur j'y reviens, mais les grossistes, par exemple, qui sont frileux à référencer ces produits-là. Donc, au fait, aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'en fait, il y a le début et la fin de la chaîne. Tout le monde est pour que ça se passe, et ça serait sur du circuit court, ça serait sur de la bonne logique, ça servirait en fait à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui joue pas entre guillemets le jeu, où c'est très compliqué pour eux aussi. Attention, parce que c'est une grosse prise de risque, etc. Mais qui ne fait pas du coup le lien, et c'est ce qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui pour les cuisines, la restauration collective, de pouvoir changer aussi leurs achats, puisqu'ils sont tenus de passer par des marchés, ils sont tenus de suivre des référencements qui les bloquent énormément, et ils sont obligés de passer pour pouvoir aujourd'hui acheter en circuit court, etc. Ils sont obligés de pouvoir passer par un petit chemin sur le côté, mais qui leur demande administrativement parlant c'est beaucoup trop compliqué. Donc aujourd'hui, c'est une grosse machine aussi à mettre en place, mais une fois que tout ça peut être aussi positif, et que tout le monde sera acteur aussi de la chose, ça sera aussi un gros levier de levée. Merci beaucoup pour ces différents éléments. Alors, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions Merci pour votre participation, c'était super intéressant. Alors moi j'ai 2 questions, mais la première, je dirais, on en a parlé, les enjeux sont très complexes, sont très nombreux. Il y a un enjeu de sensibiliser à tout ce qui est en jeu aujourd'hui, la population au sens large du terme sur le territoire. Qu'en est-il des agriculteurs? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur incombe, c'est très compliqué, tout se centralise autour d'eux, mais finalement, eux, quelle est leur connaissance de tous ces enjeux? Est-ce qu'on a le sentiment qu'ils ont besoin d'être accompagnés, ou est-ce qu'ils sont complètement au courant et c'est juste... Tu disais, Caroline, que finalement, les freins, il n'y en a pas énormément de techniques, donc finalement, est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur la compréhension de ces enjeux, grosso modo? Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait la réponse? Oui, alors je pense que ça dépend encore une fois du type d'agriculture. Peut-être que des agricultures plus exposées face au risque des aléas climatiques. En fait, je pense que l'entrée des agriculteurs sur leurs connaissances, c'est en quoi ça va impacter aussi leur activité. Enfin, c'est logique, quoi. En quoi ça va impacter mon activité? Et nous, à Gotera, à chaque fois qu'on met en place des projets, c'est toujours avec l'agriculteur. Donc, on va sélectionner aussi des leviers qui ont du sens pour l'exploitation, qui vont lui permettre aussi de pérenniser son activité. Donc, c'est à la fois, effectivement, pour réduire le bilan, mais comment est-ce que ça peut aussi aider l'agriculteur à améliorer son activité. Et c'est aussi le rôle, nous on travaille beaucoup avec les chambres d'agriculture notamment, de sensibiliser, de former les agriculteurs à ces sujets-là. Donc nous, de ma connaissance, c'est plutôt ces acteurs-là qui vont les sensibiliser, et nous ensuite on va vraiment mettre en œuvre le projet de manière opérationnelle sur les 5 ans. Et puis après c'est beaucoup de bouche à oreille. Comme je disais tout à l'heure, les communautés d'agriculteurs, elles sont hyper bien, ils sont hyper bien organisés, quoi, sous forme de collectifs, fédérations, coopératives, etc. Donc le bouche à oreille, c'est hyper important aussi au sein de cette communauté. Voilà. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose? Merci. C'était dans la continuité de ta question. Et à quel point est-ce que les agriculteurs, les étudiants agriculteurs sont sensibilisés au sujet et connaissent, avant même de lancer leur propre exploitation, les outils qu'ils ont et les conséquences de chacune des actions, des choix et autres?
Alors maintenant, dans les lycées agricoles, justement, les nouvelles générations sont quand même assez au fait des enjeux liés au réchauffement climatique. Là, pour la petite anecdote, on a animé des assises de la bioéconomie en Bourgogne-Franche-Comté et pour justement parler de ces enjeux et notamment du rôle de l'agriculture dans l'écosystème de la région. Je n'arrivais pas à dire bourgognais, franc-comtois, donc on va dire de la région. Et en fait, on a fait une petite vidéo pour animer, pour introduire cette journée. Et justement, on est allé dans les lycées agricoles de la région pour les questionner et leur dire, voilà, on fait une prospective à horizon 2050. Comment est-ce que vous envisagez votre métier? Parce que 2050, entre guillemets, c'est pour vous, quoi. Et en fait, cette vidéo était hyper touchante parce qu'en fait, déjà, ils sont très connectés. Donc, ils ont complètement conscience du challenge qui les attend. Et enfin, moi, ça m'a mis les frissons et c'est limite un sacerdoce de se dire, bon, voilà, on a des défis et voilà, enfin, je pense qu'ils sont assez au clair sur tout ça. Oui, après, moi, vraiment, d'un point de vue hyper personnel, j'ai une de mes meilleures amies qui s'est convertie en vigneronne. En viticultrice, qui était en Bourgogne, donc elle a suivi une formation. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des formations, du type d'agriculture. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot à faire de ce que j'ai entendu, mais après c'est moins ma zone d'expertise, donc c'est vraiment plus un apport personnel. Je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire là-dessus et sur la sensibilisation, quoi. Oui, moi j'avais une question sur comment on concilie l'enjeu qui avait été rappelé par Geoffrey en introduction, à savoir qu'il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans 10 ans. Et si je dis pas de bêtises, ces nouvelles pratiques agricoles, agroécologiques au sens large, nécessitent beaucoup plus de main-d'œuvre. Vous avez peut-être des chiffres précis sur ce sujet. Comment on fait? Est-ce que les filières de formation vous semblent prêtes sur un temps qui semble assez limité? Comment on redonne envie à plein de personnes peut-être nous, de retourner dans ces métiers. Voilà, moi, c'est une grosse interrogation là-dessus. Effectivement, c'est un enjeu hyper stratégique pour ce qu'on va manger demain. Pour dire que ces enjeux, ils sont quand même adressés. Là, typiquement, on accompagne la coopération agricole et les industries agroalimentaires sur des études prospectives à horizon justement 2050 pour voir comment ces transitions vont amener une réforme, quelque part, des métiers, des compétences et donc des besoins de formation et d'accompagnement de la coopération agricole et des industries agroalimentaires. En fait, pour l'instant, on navigue un peu à vue, et donc tout l'enjeu, c'est de prendre de la hauteur et d'arriver à dessiner. Ah non, c'était à horizon 2035. Donc, c'était dessiner aujourd'hui un carnet de formation qui soit adapté aux enjeux de demain. Mais après, il y a ce volet formation, il y a le volet communication, effectivement. Et si je peux donner un avis complètement personnel, je suis d'accord sur le fait qu'il n'est pas suffisamment adressé. On ne mobilise pas les gens à retourner dans les champs. Enfin, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Oui, on ne peut pas dire que le rôle de l'agriculteur soit vraiment valorisé déjà d'un point de vue économique. Donc, ce n'est pas non plus étonnant que des jeunes... voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi un sujet de revalorisation, comme c'est le sujet de plein de métiers, d'ailleurs, notamment de ce qu'on appelle du care, donc des métiers du soin. Pareil, on n'a pas assez de personnes, mais ces métiers ne sont pas valorisés d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social. Donc, je pense qu'il y a ça. Après, il y a moi, je connais des structures qui œuvrent à la transmission
des fermes. Je pense notamment à Éloi, qui est à Lyon, et Terre de Liens, qui permettent effectivement de faciliter la transmission entre des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite dans quelques années, et puis des jeunes qui cherchent des terrains et à s'installer, notamment en agroécologie. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur on va pas régler le problème comme ça, mais en tout cas, ça existe et c'est important qu'il y ait aussi ces ponts qui sont créés entre des vieux entre guillemets qui cherchent à transmettre, qui n'ont pas forcément les clés, et des jeunes qui cherchent à s'installer et à mettre en place un autre type d'agriculture. Alors, moi, j'aurais peut-être une question plus pour Laura Wirth. Vous parliez tout à l'heure des problèmes de référencement avec les grossistes. Alors, je me posais la question de savoir si c'était un problème réglementaire ou c'était lié à leur filière à eux. Non, alors déjà, les grossistes sont très frileux en ce moment parce que c'est pareil pour tout le monde. C'est pas une période simple. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus simple pour eux de vendre des produits qui sont déjà référencés que d'ajouter un nouveau produit, une nouvelle gamme au catalogue. On n'est pas forcément sûr derrière. Ça demande aux commerciaux de vendre, de mettre en avant ce produit-là de façon différente quand ils font le tour des différents acheteurs. Et derrière, ils veulent être sûrs avant d'être. Enfin, par exemple, nous, les discussions qu'on a avec les grossistes les plus gros, puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres. On connaît des gros noms, en fait, les plus gros, mais il y en a qui sont plus petits, eux sont très ouverts. Et je les remercie vraiment parce que c'est eux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir accéder à ces marchés-là. Mais les plus gros aujourd'hui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de faire le tour. Ils ont un catalogue avec 3000 produits où ils vendent aussi bien de la céréale que de la viande, que du congelé, ils vendent tout un tas de produits. Et aujourd'hui, faire entrer un nouveau produit qui en plus est un produit innovant, qui en plus est sur de la légumineuse, où on sait que les chefs vont être plutôt frileux. Alors il y a des chefs qui sont très ouverts, qui sont pour l'innovation et qui sont pour justement donner à leur cuisiner des plats qui soient justement bien meilleurs pour la santé, qui sont pour changer en clair de la viande pomme de terre. Là, ça, c'est des cuisiniers qui vont être ouverts pour ces produits-là, mais il y a plein d'autres aussi chefs qui vont être plus sur du traditionnel parce qu'on sait que ça se vend, parce qu'on sait que ça se mange aussi, puisque aujourd'hui on sait que dans les restaurations collectives, quand c'est des enfants, c'est pas évident de faire manger autre chose que des pâtes ou des burgers parce qu'aujourd'hui c'est dans les habitudes de consommation, les jeunes tombent plus là-dessus. Et ils vont peut-être faire un plat, ils vont cuisiner quelque chose, mais ils sont pas forcément, les assiettes vont revenir pleines, pardon. Et du coup, là-dessus, eux, c'est pas bon pour eux, derrière, parce que c'est énormément de gâchis, c'est énormément et du coup, ils préfèrent se tourner sur des produits où on sait que ça va être mangé, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'ils commandent pas forcément en grossiste, donc surtout sur des produits innovants. Et c'est ce qui fait que les grossistes, du coup, sont plus frileux à référencer des produits innovants. Il va falloir mettre en avant, il va falloir donner des recettes aussi. Il va falloir que les commerciaux aient un autre travail que juste arriver et prendre la commande et repartir. Donc il y a aussi un souci de tarif. Aujourd'hui, ces grossistes-là, nous, forcément, sur des circuits courts, on est sur des céréales et des légumineuses françaises, on est sur Lyon, on a un tarif qui est relativement très correct, etc. Mais eux, il faut qu'ils puissent aussi prendre derrière leur marge. Donc il faut que, il y a tout un tas de points qui font qu'ils sont frileux aujourd'hui à nous prendre. Et puis ça demande plus de travail. Et aujourd'hui, on sait qu'avec par les temps qui courent, mieux vaut sécuriser que forcément innover. Moi, j'avais une petite question. Vous avez mentionné les problèmes de revenus pour les agriculteurs qui ne donnent pas forcément envie, du coup, aux jeunes de s'engager dans cette vocation. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà mises en place ou qui pourraient être mises en place pour réduire ce problème de revenus? Je crois que c'est entre 6 et 7% pour les agriculteurs sur le billet de sang que vous avez montré tout à l'heure.
Et du coup, est-ce que ça pourrait passer par exemple par la suppression d'intermédiaires ou la réduction de taxes par exemple, ou ce genre de choses? Qui veut répondre? Moi, je sais pas. Moi non plus, j'ai pas les circuits courts, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui mettent en place voilà, des circuits courts. Donc ça, je pense, c'est à privilégier. Parce que forcément, moins d'intermédiaires, donc moins de marge, donc plus, a priori, plus de valeur pour l'agriculteur. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, et alors je ne me rappelle plus des chiffres, mais la part de la nourriture, de l'alimentation dans un ménage moyen français a considérablement baissé ces 20, 30, 50 dernières années. Je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, effectivement, le consommateur n'est pas le seul acteur et à lui seul, il ne va pas pouvoir changer la donne. Mais il faut aussi peut-être accepter de payer un tout petit peu plus cher, ou en tout cas que l'alimentation prenne une plus grosse part de notre budget. Quitte à acheter moins de fringues chez H&M, quoi. Je caricature, mais je pense qu'il faut redonner plus de valeur à ce qu'on mange, parce que c'est quand même en haut de l'échelle de nos besoins. Il y a une notion de redonner de la valeur, redonner aussi le juste temps à notre alimentation, aller faire nos courses en circuit court, en marché, que sais-je, faire à manger, etc. Alors je dis ça, moi j'ai pas d'enfant, donc c'est plus simple peut-être pour moi. Mais je pense qu'il y a un problème de remettre l'alimentation aussi au centre de nos vies, parce que c'est ce qui nous fait, c'est notre carburant, quoi. Donc voilà, donc circuit court. Et après, moi, je suis moins experte sur ces sujets, donc sur la réglementation, les taxes, je ne saurais pas te dire. Mais c'est la rémunération des services écosystémiques, avec la séquestration carbone qui soit vraiment rémunérée avec une rémunération qui tombe sous forme de salaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça que l'Europe, normalement, on devrait y être. Donc on attend. Ouais. Ce ne sera pas trop tard. Alors, il y a déjà des choses, typiquement chez Agoterra, nous on rémunère les agriculteurs pour chaque tonne de CO2 équivalent qui est séquestré ou réduit. Après, je suis pas sûre que ça change, que ça soit vraiment déterminant pour l'agriculteur dans son salaire et que ça revalorise pas. Pardon ? Toutes les exploitations, la trésorerie, c'est quand même ce qui pêche. C'est vraiment là qu'il y a vraiment les problèmes de gestion de trésorerie pour la plupart des exploitations. Ouais. Quelles que soient les exploitations et quelle que soit la production agricole, ça reste la trésorerie. C'est vraiment très. Oui, ça peut être tout à fait une partie de la solution aussi. Pourquoi pas. Juste pour compléter, il y a aussi un autre aspect, on n'a pas trop abordé, mais sur le sujet de décarbonation d'entreprises et autres, il y a aussi changer leur manière de s'approvisionner de manière énergétique. Il y a tout ce qui est le méthanisation, biogaz, agrivoltaïsme, qui est censé être une mesure d'adaptation, mais qui justement est potentiellement dérivée en juste production énergétique, ou les éoliennes, tous ces enjeux-là aussi. C'est des solutions qui sont proposées comme uniquement des compléments de ressources potentiellement pour les agriculteurs. Et la tendance, c'est que si on n'accompagne pas vraiment aussi les agriculteurs pour nous nourrir, ça devient en fait une ressource financière complètement juste à vocation énergétique et plus alimentaire. Il y a aussi ce risque-là sur tous ces enjeux-là. Pour compléter ce que tu viens de dire, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui sciemment cultivent pour remplir les méthaniseurs parce que ça leur apporte 3, 5, 10 fois plus que produire pour manger. Et du coup, par rapport aux deux sujets qui sont la reprise des terres et comment on incite des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs à venir remplacer les paysans qui s'en vont, et sur la valorisation de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les années 60, on était à 25% du budget familial dépensé pour l'alimentation. Aujourd'hui, on est entre 12 et 13, donc c'est la moitié. Donc il y a une explosion d'autres types de consommation, que ce soit du numérique ou des fringues, par exemple. Comment j'entends pas ces sujets-là qui sont réellement pris par les gens qui sont en responsabilité de l'agriculture, que ce soit au ministère, que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit le principal syndicat. Et du coup, j'entends pas beaucoup de sujets parce qu'aujourd'hui, on parle de plein de choses dans la rue, là. Je suis pas sûr qu'on parle de vrais sujets sur notamment comment on finit par retirer les produits agricoles des accords de l'OMC. Et puis après, derrière, c'est comment on arrive à attirer des gens pour
faire à manger. Comment on fait attention à ne pas laisser les agriculteurs qui sont déjà installés se tourner vers comme devenir énergéticien avant d'être producteur d'alimentation. Et puis, troisième chose, c'est comment les organisations qui sont censées en fait aujourd'hui porter et défendre l'agriculture ne s'emparent pas de ces sujets-là de façon... ils sont capables de crier très fort pour un paquet de sujets, notamment sur les pesticides. On les entend beaucoup moins crier sur comment je revalorise le métier d'agriculteur en termes d'image et en termes d'attractivité. Et puis derrière, c'est comment je revalorise, enfin comment j'explique à tout le monde comment on a besoin, par rapport notamment au rapport de la FAO sur les coûts cachés de l'agriculture. La banque, pas la banque, mais la Cour des comptes en janvier dernier avait sorti, janvier 2023, avait sorti aussi un rapport en expliquant que des sucrines, des paquets de sucrines qu'on trouve à 3 € ou 2 € chez Carrefour, en fait, elles en vaut 10 fois plus quand on compare, quand on prend tous les coûts cachés. Du coup, où est-ce que j'ai pris ce sujet-là pour finalement faire de la pédagogie auprès des consommateurs que nous sommes, auprès des industriels, auprès des distributeurs, pour que, in fine, et les industriels et les distributeurs, ils auraient aussi à y gagner, parce que quand on remonte le prix de l'alimentation, forcément, leur marge augmente mécaniquement. Donc voilà, je ne comprends pas très bien pourquoi ce sujet-là, notamment de la valeur de l'alimentation, aujourd'hui on a 6 €. Quand vous achetez une plaque de chocolat en grande surface, c'est la moitié du prix de la plaquette de chocolat qui reste chez le distributeur. Est-ce que voilà, donc du coup il y a un vrai sujet et je ne le vois pas pris nulle part. Alors, la question est très longue, donc je vais essayer de trouver un élément de réponse qui peut expliquer effectivement ce point. Tout d'abord, effectivement, le budget accordé à l'alimentation, c'est évident, a drastiquement diminué dans le budget des ménages. Alors, pas tant parce que les gens vont plus chez H&M, parce que H&M va pas non plus hyper bien, mais parce qu'il y a l'augmentation des dépenses préengagées des foyers, le logement notamment, les dépenses énergétiques plus récemment. Donc, en fait, on est sur un budget sous contrainte. On est, rappelons-le, dans un contexte inflationniste. On est dans un contexte de fragmentation très forte et de fragilisation importante de notre alimentation. Un Français sur 5 est en situation de précarité alimentaire. L'alimentation est devenue une variable d'ajustement dans le budget des foyers. Donc, dans un contexte pareil, où un nombre important de foyers est dans une situation qui caractériserait presque de sacrifice, peut-être pour certains de survie. On l'a vu pour notamment le pic de l'inflation alimentaire. Rappelons-le, en 2 ans, le coût de notre alimentation a augmenté de 20%. Donc pour des gens, c'est énorme pour les plus petits revenus. Donc, si on se met à la place des consommateurs, c'est une situation qui est vraiment critique. La vraie question, et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est comment faire pour donner le vrai prix des choses. Et en fait, qui donne le vrai prix des choses? C'est les distributeurs, en fait, et leur stratégie de marge. Typiquement, en fait, les enseignes, elles fonctionnent à la péréquation des marges, c'est-à-dire qu'elles créent des produits d'appel pour faire venir les gens au magasin. Typiquement, les couches Pampers, le Nutella, Cristalline, prix coûtant quasiment. À l'inverse, Santalim, pas prix coûtant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tout simplement, les produits de substituts végétaux, si on considère les boissons végétales, les galettes végétales, etc. L'indice prix de ces produits est 52% supérieur aux produits de la catégorie. Donc, nécessairement, on n'oriente pas les consommateurs vers ça. Le sujet, et c'est un sujet tabou, j'ai eu le malheur d'en parler à la Fédération du commerce il n'y a pas longtemps, c'est qu'en serait-il d'un encadrement des marges, justement, pour l'orienter vers les enjeux de transition. Et ça, si vous vous amusez à parler de ce sujet à un distributeur, oh là là, le communisme est de retour, on se fait traiter de tous les noms et c'est un sujet tabou parce que on est dans une logique de libéralisation de notre modèle agricole et de notre alimentation. J'ai pas de réponse plus positive pour ce point.
partage d'expérience que je peux apporter, c'est que on travaille aussi avec des magasins spécialisés. Et donc, nous, on arrive, on essaie de calculer au plus juste pour que tout le monde puisse, parce qu'on sait que derrière, tout le monde doit pouvoir prendre sa marge. Donc, on essaie de calculer au plus juste. Et quand on arrive auprès de certains magasins spécialisés, et on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux, etc., ils nous demandent un prix conseillé, mais eux appliquent un prix beaucoup plus haut, et même presque, ça reste de la céréale. Et on ne peut pas aujourd'hui vendre un paquet de 280 grammes 6,50 €, parce que ça reste du riz. Alors oui, il est super bon, il se fait en 5 minutes, il n'y a pas de problème de complet. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est bon, mais ça reste quand même de la céréale ou de la légumineuse. Et aujourd'hui, nous, il y a certaines enseignes qui appliquent des marges énormes et qui disent mais de toute façon, ça s'achète. Oui, mais il y a aussi derrière un respect du consommateur et aussi une logique où il va peut-être acheter une fois, mais il va acheter qu'une fois. Il va pas revenir pour racheter et faire le plein à la maison d'un paquet qu'il achète 6,50 €, quoi. Alors que nous, derrière, on fait attention, l'agriculteur fait attention, et en fait, on se dit, mais pourquoi faire si c'est que derrière... Et après, il nous dit, oui, mais ça se vend pas. Ben, c'est normal, en fait. On se fait avoir qu'une fois, normalement. Enfin, à part si on aime ça, mais après. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous avez 2 minutes. Je sais. Joker. Ah, c'est une super bonne question. Non. Alors, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'en fait, déjà, d'une part, on a des consommateurs qui ne vont pas nécessairement regarder l'origine. Il y a des catégories de produits, encore, comme sur la pêche, où il y a peu de transparence. On n'a pas parlé de la pêche, d'ailleurs, mais la pêche, c'est pas beaucoup plus glorieux comme constat, et on peut pas faire reposer uniquement sur le consommateur au regard de tout ce qu'on a dit, de leurs contraintes, etc. En revanche, on peut questionner les accords de libre-échange. Pourquoi est-ce qu'on fait un accord de libre-échange avec le Brésil pour les importations de viande, qui, là, pour le coup, entre en concurrence directe avec nos modes de production et avec des pratiques environnementales très différentes. Moi, j'interrogerais plutôt nos politiques commerciales que nos consommateurs. Les deux. Juste pour compléter, il y a ce sujet, mais qui est un sujet plus global et de commerce et international, de priorité politique aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, on arrive aux limites d'un système. Et le premier contributeur à la balance commerciale française, ça reste le vin, la production viticole. Donc en fait, on est aussi content des accords de libre-échange pour exporter notre vin, et qui fait partie de l'agriculture aussi. Et donc, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. InVivo, la plus grosse coopérative agricole française, réalise 30% de son chiffre d'affaires au Brésil. C'est 12 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi cette vision-là à avoir en tête. Il y a les agriculteurs les plus faibles qui, aujourd'hui, pour qui ça commence à être une prétention, mais il y a aussi une partie de l'économie française qui tire profit de cet accord de libre-échange
Et voilà. Et du coup, c'est comme à chaque fois un accord d'arbitrage, d'équité et de justice sociale sur ces sujets-là. Il y a quand même un espoir, c'est le devoir de vigilance avec l'interdiction de produits issus de la déforestation. Ça va être le devoir de vigilance qui va faire bouger les choses. Parce que les amendes sont salées. Ça a pris dans ce sujet. Et là, les amendes seront portées par les entreprises notamment. Du coup, c'est qui porte la responsabilité. Merci. Toute dernière question. Moi, j'avais une question sur peut-être le volet un peu assurantiel, avec, parce qu'en plus, on est à Groupama, donc c'est un peu d'actualité, avec justement l'augmentation de l'érosion, des inondations, des sécheresses. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, on pourra vraiment assurer le climat? Est-ce que du coup, nous, consommateurs, on ne va pas devoir peut-être aussi avoir un rôle là-dessus? J'ai vu qu'il y avait quand même des réformes au niveau de l'État qui étaient un peu plus en charge, mais comment vous projetez, vous, avec votre expérience, l'assurance climatique ou le fait de pouvoir assurer tout ça dans les prochaines années? Est-ce que ce sera finalement possible d'assurer les agriculteurs dans les années à venir? À virer pas mal d'agriculteurs dès que le risque est trop élevé, les envoie balader. Sur l'assurance, c'est des... Pour essayer de répondre sur l'assurance, c'est des sujets, des questions que se pose l'assurance aujourd'hui. C'est tout est assurable. Il faut juste avoir suffisamment d'argent pour mettre en face. Et voilà, du coup, c'est qu'il y aura de l'argent ou pas. Et on sait déjà ça va être très localisé, en fait. Et le modèle d'assurance, aujourd'hui, regarde plus surtout à la localisation pour les impacts du changement climatique. Et notamment, il y a des zones, aujourd'hui, on sait, qui sont soumises régulièrement à des épisodes de grêle extrêmement importants. La grêle, c'est un des éléments qu'on a de plus en plus de mal à assurer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grêlons de taille de balles de tennis, quasiment. Et là, ça touche même pas à l'agriculture, ça touche aussi certaines industries, des usines qui ont été rasées par des tempêtes de grêle et on ne sait pas reconstruire et s'adapter. Donc, il y a des filets anti-grêle, mais quand on a des balles de golf qui tombent dessus, le filet anti-grêle, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est des vraies questions et bon, ça, pour le coup, faut demander ici quelle est leur stratégie. Mais ça fait partie des enjeux pour l'agriculture. Au début des années 2000, Henri de Castries, le PDG d'AXA, avait dit « Un monde à plus de 4 degrés, aujourd'hui, je ne sais pas l'assurer ». Voilà, donc c'est aussi un élément à avoir en tête. Merci pour votre participation à cette table ronde. Voilà, on espère que ça peut vous éclairer sur ces différents éléments. Je crois que la session est enregistrée si vous voulez la revoir.